Bonjour à toutes et à tous. Écrite aux États-Unis, alors que Theodor Adorno et Max Horkheimer ont fui le nazisme, achevée en 1944 et publiée en 1947 à Amsterdam. La dialectique de la raison, fragment philosophique, constitue une œuvre charnière qui ne rencontrera une réelle audience qu'à partir des années 1960. Le livre constitue une véritable déconstruction des concepts et des valeurs sur lesquels s'est fondé notre monde depuis l'âge des Lumières. Raison, progrès, civilisation. Quel sens donner à ces mots, alors que deux guerres mondiales, l'apparition des régimes totalitaires, la métamorphose du capitalisme en monde administré, sont autant de signes que l'émancipation de l'homme ne s'est accomplie que conjointement à la violence et à la domination. Adorno et Horkheimer explorent cette logique, sans renoncer aux instruments qui sont les leurs. Battus en brèche de toutes parts sur les plans social, politique, historique, théorique, la rationalité doit en effet être maintenue. La liberté est inséparable du penser éclairé. Horkheimer et Adorno, au moment de la victoire du nazisme et du fascisme en Europe, de l'hégémonie du stalinisme, confrontés à la naissance de la culture de masse, tentent d'expliquer l'impuissance de la raison à s'opposer à de tels déferlements d'obscurantisme, de violence, d'injustice, de barbarie organisée, d'aliénation consensie. Il ne s'agit pour eux non seulement de montrer l'impuissance de la raison face à des forces qui lui seraient opposées, mais de s'interroger sur la responsabilité de la raison, par la manière dont elle s'est comprise au cours de son histoire, et par cette fausse compréhension d'elle-même, sur la façon dont elle s'est perdue en oubliant sa véritable tâche. Ayant sous les yeux à la fois la violence, la fausse rationalité bureaucratique, la démission morale des masses à l'ère du triomphe de la technique et de la culture industrielle, la capacité d'utiliser de manière destructrice la technique grâce à une attitude généralisée de déresponsabilisation des exécuteurs d'ordre. Horkheimer et Adorno cherchent à comprendre le déraillement de la raison. La question devient alors, comment la raison, qui prétendait donner accès à la souveraineté, délivrée de la superstition et de la mythologie, est-elle devenue cette fascination pour les faits, cette fausse clarté qui livre aux ténèbres du fascisme, des dictatures bureaucratiques ou à ceux d'une société unidimensionnelle réifiée? Comprendre ce retournement devrait permettre de reprendre le flambeau de la lutte émancipatoire de l'humanité. Sortir de la caricature de la raison, retrouver une raison authentique, condition de la liberté. Leur cadre de pensée est fait d'emprunts à Weber et Lukács. Horkheimer et Adorno sont critiques à l'égard de l'idéalisme, convaincus que l'on ne peut dissocier raison, justice et liberté, mais que le matérialisme permet de mieux comprendre l'histoire de la raison, dont l'aboutissement est la barbarie du XXe siècle. Cette histoire de la raison n'est donc pas progrès à leurs yeux, comme l'a cru l'idéalisme, sans être avancée vers la catastrophe définitive, comme l'a parfois suggéré Weber. Cependant, ils empruntent à Weber l'opposition de la raison objective et de la raison subjective, soit l'opposition entre la raison objective porteuse de valeurs liées à un ordre du monde et la raison subjective qui a son fondement dans le sujet. Ils opposent donc la raison conçue comme simple régulation des moyens et des fins que l'on a renoncé à justifier puisque relevant de l'arbitraire subjectif, et la raison objective considérée comme apte à la fixation des fins. Horkheimer considère Socrate comme un tenant de la raison objective, qui trouvait en la raison un pouvoir de connaissance universel, qui devait déterminer les croyances et gouverner les rapports d'homme à homme et ceux de l'homme avec la nature. Mais la raison subjective s'est substituée à la raison qui s'est alors affaissée dans le relativisme et le pragmatisme, raison subjective que Socrate a combattue dans sa critique des sophistes. Horkheimer et Adorno voient l'origine de cet affaissement dans l'abandon des prétentions métaphysiques. La raison, en perdant ses prétentions métaphysiques et ontologiques, s'est, selon eux, subjectivisée, a cru pouvoir maîtriser le monde en lui appliquant ses catégories. C'est reconnu dans la mathématisation et le formalisme jusqu'à s'y oublier, à s'effacer devant la mesure,
les instruments de contrôle et les faits. Raison subjective, raison formelle et raison instrumentale sont synonymes à leurs yeux. Adorno et Horkheimer interprètent la lutte que la raison a menée contre la superstition, le mythe, la religion, les notions floues et obscures, comme une lutte perdue d'avance, car elle s'inscrivait dans des rapports à la nature dominés par la peur et, par réaction, dans une volonté de maîtriser le diffus, l'altérité, la surprise, le trop mouvant des qualités multiples et peu prévisibles. Dans leur ouvrage « La dialectique de la raison », deux thèses sont développées. Le mythe est déjà raison et la raison retourne au mythe. L'Aufklärung pensait délivrer les hommes de la peur et les rendre souverains. Elle va ouvrir la voie à une sorte de retour du refoulé, dans une forme d'autant plus violente qu'elle se fait ennemie de la pensée. Cette dialectique de la raison et du mythe est analysée par Adorno et Horkheimer, conformément à leur adhésion au matérialisme, par celle des interactions entre l'homme et la nature. L'histoire de la raison est inaugurée par l'angoisse face à la menace de la nature, sa dimension d'inconnu effrayant résorbée une première fois dans le mythe. Le mythe, dans son effort d'explication, va ouvrir la voie à l'idée que la maîtrise de la totalité est possible et alimenter l'idée que le pouvoir est le principe de toutes les relations. Horkheimer et Adorno justifient cette affirmation, pierre angulaire de leur analyse, par une interprétation de la religion qui en fait la projection et la prétendue légitimation de l'aspiration humaine à la toute-puissance. Ce qui était la puissance des dieux de l'Olympe devient, avec le mouvement de désacralisation du monde, la position que l'homme vise à occuper. La position que l'homme de la Genèse judaïque est déjà invité à occuper pour dominer toute la terre. Les puissances occultes, d'abord projetées dans les puissances religieuses, seront ensuite réduites, contournées en quelque sorte par la ruse du sacrifice. Adorno et Horkheimer projettent sur l'histoire de la religion l'idée que dès le début de l'histoire des interactions humaines avec la nature, l'échange a été utilisé comme pseudo-équivalence, comme manière d'assujettir l'autre, d'affirmer un pouvoir. Horkheimer et Adorno évoquent une rationalité bourgeoise, qui est maîtrise du monde pratique, astuce et ruse, ingéniosité, dans le cadre d'une division du travail. Cette maîtrise est cependant acquise au prix d'un certain sacrifice de soi. Pour assurer la conservation de soi, il faut entrer dans des relations stratégiques, dans des relations de pouvoir, qui nécessitent d'abord la maîtrise de son soi naturel, mais par ce fait, provoquent un appauvrissement de l'imagination et des forces créatrices liées au désir, ainsi que l'appauvrissement des relations sociales par les relations de domination. Dans l'économie bourgeoise, tout le travail social est subordonné à l'intérêt personnel. Mais plus le principe d'autoconservation est assuré par le principe de la division bourgeoise du travail, plus il exige l'auto-aliénation des individus qui doivent modeler leur corps et leur âme sur les équipements techniques, tandis que la pensée éclairée se laisse peu à peu remplacer par les instruments de contrôle. La figure d'Ulysse, enchaîné pour écouter le chant des sirènes, pendant que les rameurs sourds luttent de toute leur force contre la mer, est une image de cette double aliénation. Le progrès technique suppose des rapports de domination et une limitation des forces créatrices. Ulysse peut écouter le chant des sirènes, mais à condition d'être enchaîné au mât. L'art et la connaissance sont scindés. Le rapport à l'art devient purement contemplatif, séparé de la vie active. L'événement social des concerts bourgeois est pour Adorno l'exacte réplique d'Ulysse enchaîné au mât. Cette scission entre l'ingéniosité technique et la créativité artistique se paie chèrement. La raison va poursuivre tout au long de son histoire l'évacuation, ou plutôt la tentative d'absorption de toute altérité, de tout ce qui symbolise les vieilles puissances du destin. Elle vise à éliminer tout élément obscur, ambigu, fluctuant, pour parvenir à un monde maîtrisable. Cette nouvelle clarté dans laquelle elle croit se mouvoir n'est en fait que la fausse clarté du mythe, qui aveugle autant qu'il fascine.
apparente explication totale du passé et de l'avenir, il laisse croire à l'élimination de l'accidentel, du contingent, de la surprise et du doute. Mais en fait, ce qui sera éliminé dans cette lutte pour la maîtrise, c'est à la fois le soi et la nature. Les relations de l'homme et de la nature, dans le cadre de cette quête de domination pour expurger ce qu'il y a d'angoissant dans ce fond naturel de la vie, transforment à la fois le sujet et l'objet. L'homme devient gestionnaire d'un avoir et, par la même occasion, identité abstraite. La nature, elle, est matière, objet d'une classification. La nature n'est que le substrat de la domination possible. La matière doit être dominée sans qu'on la croie habitée par des qualités occultes. Tout ce qui ne se conforme pas aux critères du calcul et de l'utilité est suspect à la raison. L'élimination des dieux et des qualités assujettit le monde à l'homme, mais un monde réduit à des quantités abstraites. Pour Horkheimer et Adorno, ce monde de l'équivalence, des relations abstraites, est celui d'une société dominée par des relations abstraites d'échange, celui du marché. La raison ne détruit pas seulement les qualités, elle contraint les hommes à être de véritables copies conformes. Au formalisme de la raison correspond l'impersonnalité des liens du marché, ce qui ouvre à la standardisation des relations humaines par la marchandise. La domination de l'homme n'a pas seulement pour résultat son aliénation aux objets qu'il domine. Avec la réification de l'esprit, les relations entre les hommes et la relation de l'homme avec lui-même sont comme ensorcelées. L'individu étiolé devient le point de rencontre des réactions et des comportements conventionnels qui sont pratiquement attendus de lui. L'animisme avait donné une âme à la chose. L'industrialisme transforme l'âme de l'homme en chose. En attendant la planification totale, l'appareil économique confère déjà de lui-même aux marchandises une valeur qui décidera du comportement des hommes. Les innombrables agences de production de masse et la civilisation qu'elles ont créée inculquent à l'homme des comportements standardisés, comme s'ils étaient les seuls naturels, convenables et rationnels. L'homme ne se définit plus que comme une chose, comme élément de statistique en termes de succès ou d'échec. Ces critères sont l'autoconservation, la conformité, réussie ou manquée à l'objectivité de sa fonction et aux modèles qui lui sont donnés. Cette négation de l'individuel et du particulier dans une égalité répressive ouvre la voie à l'affirmation de soi dans l'égalité du droit à l'injustice de la horde, telle celle des jeunesses hitlériennes. La déformation démoniaque subie par les hommes et les choses à la lumière de la connaissance sans préjugés renvoie à la domination. Finalement, si la domination a pris tellement le pas sur des interactions selon des affinités capables de réceptivité, c'est que seul le principe de l'autoconservation a été pris en compte dans la définition de ce qui menace l'homme. La raison croit découvrir le mythe dans tout ce qu'elle n'arrive pas à inscrire dans le cadre téléologique de l'autoconservation. La raison éprouve une terreur mythique à l'égard du mythe. Elle découvre sa présence non seulement dans les concepts et les mots restés obscurs, mais dans toute revendication humaine qui ne se situerait pas dans le cadre téléologique de l'autoconservation. Cette phrase de Spinoza, « L'effort d'un être pour se conserver est le premier et unique fondement de la vertu », est la devise de toute la civilisation occidentale, où se réconcilient toutes les divergences religieuses et philosophiques de la bourgeoisie. Selon Horkheimer et Adorno, l'histoire de la raison peut se résumer ainsi. En tentant de se délivrer des puissances occultes, la raison tente de se débarrasser de l'animisme, puis de la superstition, puis de la métaphysique, puis jette par-dessus bord tous les universaux, y compris ce qui pourrait fonder les droits de l'homme, et à ce stade ne veut considérer qu'une réalité objective qui existerait en soi, ensemble de faits qui expliquent le passé et l'avenir, rendent superflue toute décision, ce qui est précisément le retour du mythe. Le formalisme de la morale kantienne est interprété comme impuissance à intégrer dans la vie morale la sphère du désir et de la vie concrète,
en même temps qu'elle invite à l'indifférence, à l'insensibilité, gageur de rectitude, vertu bourgeoise qui laissera s'imposer la barbarie du nazisme. Mais pour lutter contre l'emprise de la raison réifiée, pour sortir de la confusion entre domination et liberté, pour que la praxis révolutionnaire ne dégénère pas en confiance docile dans les tendances objectives de l'histoire, Adorno et Horkheimer préconisent une intransigeance de la théorie à l'égard de la société qui, dans son inconscience, permet à la pensée de se figer. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a inspiré, partagez-la autour de vous. Dites-moi en commentaire, quelle contribution la dialectique de la raison de Max Horkheimer et Theodor Adorno peut-elle apporter aujourd'hui au débat? Et bien sûr, abonnez-vous pour ne rien manquer et m'encourager à continuer. À très bientôt pour un nouveau podcast.